Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est maître Jean-Jacques Neuer. Jean-Jacques est avocat au barreau de Paris depuis 1985. Il est également avocat au barreau de Londres et arbitre auprès de la CCI. Et sa spécificité est d'être spécialisé en droit du marché de l'art. C'est une interview un petit peu particulière par rapport aux autres interviews. Jean-Jacques a été particulièrement pudique dans sa manière de parler de lui. Et ça en fait une interview assez atypique, mais dans laquelle il s'est dit des choses très riches qui donnent vraiment matière à réflexion. Et une réflexion avec beaucoup de délicatesse. Et vraiment, je l'en remercie. Moi, j'ai passé un moment très agréable et j'espère que vous apprécierez également ce partage qu'il a fait avec moi et avec vous, donc par le biais de ce podcast. Je voudrais remercier les personnes, celles et ceux d'entre vous qui avaient pris le temps de laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast ou iTunes, parce que ça m'aide vraiment énormément à faire connaître le podcast et mon travail en général. Et en l'occurrence, Clarissa Tex, Alexis GRN et Marie GHTU qui ont laissé un avis cette dernière semaine. Un grand merci à vous et vous aussi si vous utilisez Apple Podcast ou iTunes, ce qui correspond à la moitié d'entre vous à peu près, eh bien je vous invite à prendre quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un avis parce que vraiment c'est très utile pour mon travail. Fleur d'avocat, ce sont aussi 2 formations. Une formation qui s'appelle Kit de survie dans la profession d'avocat, qui vise à vous donner des clés pour que vous accélériez un petit peu le processus de trouver votre place dans la profession, si ce n'est pas déjà le cas, bien évidemment. L'objectif, c'est bien évidemment d'avoir une approche à partir du développement personnel, mais pas que, puisqu'on parle aussi pas mal de stratégie et de communication et de négociation, parce que je pense que ça fait grandement défaut dans la profession d'avocat et notamment dans les relations avec vos confrères et avec, quand on est collaborateur, son patron. Voilà, donc l'objet de cette formation, c'est ça. Et la deuxième formation, développer sa clientèle, eh bien, pour vous accompagner dans le développement de votre clientèle personnelle quand vous êtes collaborateur ou de votre clientèle tout court quand vous êtes installé. On y aborde, eh bien, comment construire son offre de service, comment négocier, déterminer et négocier ses honoraires, la grande question qui est une épine dans le pied de beaucoup de monde, je le sais. On parle aussi de réseautage efficace, de visibilité sur les réseaux sociaux et notamment à partir du marketing de contenu, et aussi d'un sujet que d'ailleurs nous avons abordé avec Jean-Jacques Neuer qui est celui de la singularité et comment est-ce qu'on construit une activité à partir de qui on est. Ce qui reste la meilleure manière de ne pas être substituable par rapport à n'importe quel autre confrère et donc de se démarquer de sa concurrence et aussi, surtout, de se créer une activité dans laquelle on se sent bien. Si vous aimez les réflexions qui sont issues de ce podcast, vous aimerez probablement la newsletter que j'envoie tous les 2 vendredis. Vous pouvez vous inscrire sur le site, je vous mets aussi un lien en note de l'épisode. J'envoie une réflexion toutes les 2 semaines en ce moment. La prochaine, ce sera le vendredi 6 novembre. Donc vous avez un petit peu de temps pour vous inscrire. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Jean-Jacques Neuer. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. C'est un plaisir pour moi. Alors Jean-Jacques, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. C'est une longue histoire qui est liée à déjà beaucoup un certain atavisme familial, parce que c'était une famille d'avocats. Et puis, c'est une profession qui me plaisait, donc j'ai réinventé, puisque la profession d'avocat est aussi diverse que les membres qui l'embrassent. Je trouve une profession très intéressante parce que finalement, elle vous apprend une chose, c'est l'autre avec un grand A. C'est-à-dire que vous êtes confronté en permanence à déjà des clients qui viennent avec
une préoccupation, quelquefois un problème important qu'il faut résoudre, donc il faut prendre en charge psychologiquement et non seulement juridiquement, mais psychologiquement une situation. Vous avez des adversaires, vous avez des gens qu'il faut convaincre. Donc vous êtes en permanence confronté à l'autre. Et ça, finalement, c'est peut-être l'enseignement de cette profession. C'est une belle école. Vous dites que donc vous l'avez embrassé par atavisme familial parce que vos parents étaient avocats. Non, j'avais un grand-père qui était avocat, un père qui l'a été également. Donc avocat de père en Donc fils. il y avait une certaine voilà. Et pour vous dire le vrai, mon père voulait que je fasse autre chose. Il voulait que je sois comédien. Ah bon? Voilà. C'est étonnant ça. Ouais, il pensait que j'étais plus doué pour la comédie que pour le droit, mais finalement, j'ai adopté j'ai suivi cette voie-là. Et vous dites que vous avez réinventé, que vous l'avez réinventé. Quelles étaient les spécialités de votre père et de vos grands-pères? S'ils avaient une spécialité, c'était quoi leur forme Alors, mon d'exercice? grand-père, je crois qu'il était généraliste et était avocat à Vienne, en Autriche. Et mon père était avocat dans des affaires franco-allemandes. Moi, je fais tout à fait quelque chose de tout à fait différent. J'ai pas repris ce cabinet-là, j'ai fait complètement autre chose. On va regarder ça. Donc, votre père vous voit comédien, vous embrassez quand même des études de droit? Et oui, enfin, vous savez, ça me rappelle un petit peu le film de Funès qu'est-ce que je vais devenir, je ne sais rien faire. Donc j'ai embrassé des études de droit et bon, j'ai poussé quand même assez loin. Et comme j'avais tout de même un penchant vers l'international et que je suis toujours senti citoyen du monde en fait. J'ai rapidement voulu être avocat non seulement français, mais anglais. Et j'ai passé mes diplômes d'avocat anglais. Pourquoi l'Angleterre? L'Angleterre, c'est ce qu'il y a finalement. Il y a deux grands systèmes de droit dans le monde. Il y a le droit civil, le droit Napoléon, le code Napoléon, et puis la common law. Et en réalité, l'Angleterre est peut-être un pays beaucoup plus international encore que ne le sont les États-Unis. Les États-Unis, c'est un immense pays, c'est un immense marché, mais c'est quand même très centré sur la nation américaine, bon, qui est un fantastique melting pot avec une énergie extraordinaire. L'Angleterre, c'était une ouverture sur le monde entier. Je pose la question parce que comme je crois comprendre que vous venez d'une famille plutôt avec des racines vers l'Est, l'Allemagne, J'ai des racines très cosmopolites. Très cosmopolites. Oui. D'accord, donc c'était un petit raccourci de ma part, mais j'étais curieuse pour l'Angleterre. J'ai une mère qui était franco-américaine encore. D'accord. Donc c'est encore particulier. Et comment est-ce que... Alors, vous avez passé le diplôme d'avocat, vous êtes devenu avocat il y a un moment, c'était pas exactement la même culture au moment des études. Est-ce que vous avez fait des stages ou des choses comme ça? Oui, j'ai fait beaucoup de stages, j'ai fait beaucoup bon, j'étais chez d'autres avocats. Je me souviens en particulier du bâtonnier Moléviéville, qui était un avocat à l'ancienne, qui avait une classe folle et qui était un avocat absolument merveilleux. Enfin, c'était le barreau dans sa plus haute expression. Qu'est-ce que vous parlez d'une classe folle, vous pensez à quoi en particulier? C'était quelqu'un qui était charismatique, Moléviéville. Il avait, vous savez, c'était ces vieux avocats qui irradiaient en quelque sorte. Et il était l'incarnation de la culture française. C'était quelqu'un de très attachant. Quand vous avez embrassé la profession, vous vous projetiez comment? Alors justement, ça c'est une question amusante parce que quand j'ai commencé comme avocat,
en réalité, j'étais assez désespéré parce que je me suis dit, je vais m'ennuyer toute ma vie. Euh, et euh, Pourquoi est-ce que vous vous disiez ça? parce que je me suis dit que j'allais avoir une carrière très conventionnelle, j'avais fait des études finalement très sérieuses, droit des affaires, euh, droit international, etc. Et, euh, et, et, et puis tout à coup est arrivé l'art. Et c'est vraiment l'art qui est arrivé à moi, pas moi qui suis allé chercher ce milieu de l'art. Très curieusement, voilà, les affaires sont arrivées, un milieu. En fait, je veux dire, il y a un secret à cela, hein, parce que faut quand même, je m'interviewer à dévoiler faire quelques confidences. En fait, j'avais des amis qui étaient plutôt des artistes, des comédiens, et euh, quand je suis devenu avocat, ils m'ont dit c'est fantastique, ça vraiment, t'as bien fait parce que enfin, on va avoir un avocat gratuit. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, ces amis du milieu de l'art, où est-ce que vous les avez Oh ben ça c'était parce que voilà, parce qu'on faisait la fête, parce que j'étais voilà, j'étais jeune et je les trouvais sympathiques. Parce que on peut vite rentrer dans des cercles fermés où on fait des études de droit et soudainement on ne côtoie que plus que des étudiants en droit, etc. Et ça n'a pas été votre cas? Ah non, jamais, non. Voilà, c'était très ouvert. C'était très ouvert. Et alors, l'art, c'est quand même. Je tiens ça de personne, de nulle part, parce que quand j'étais enfant, en fait, j'étais déjà passionné par la peinture. Et à 10-12 ans, je savais reconnaître un peintre d'un autre, un Monet, un Manet, un Rouault. Enfin, bon, tout ça, je connaissais ça donc tout le monde était un peu surpris pourquoi ils s'intéressaient à ça. Puis je pensais que jamais j'en ferais ma carrière ni ma vie. Puis j'ai pas fait d'études particulières du point de vue artistique. Ça Aujourd'hui, vous a, ça vous a pas traversé? Ah non, enfin non, pas spécialement, pas spécialement. Mais c'était naturel en fait. C'était pas quelque chose que je recherchais à faire euh, d'un point de vue voilà intéressé professionnel dans un but précis. J'ai jamais fait des études d'art. Ouais, mais c'est intéressant que ça vous ait pas traversé de faire des études d'art alors que vous aviez cette appétence et cette Oui, connaissance en parce que plus. pour moi les études c'était quelque chose qui devait être très sérieux. Et l'art, c'était quelque chose de très naturel, de très passionné, de très voilà, c'était un mouvement comme ça. Les études, c'était pas fait pour s'amuser. Les études, c'était fait pour avoir un métier. Ça, mon père me l'expliquait bien. Il fallait avoir un métier. Bon, alors donc, Tout en vous disant que vous pouviez être tout comédien. tout en me disant, mais finalement, tu devrais être comédien parce que c'est plus pour toi. Bon, mais voilà. Alors Le fait est que c'est pas comme ça que vous avez fait vos études, mais que vous avez cultivé cette mais appétence voilà, pour vous savez, l'art. euh, l'essentiel passe toujours par la cave. Et c'est toujours de manière complètement euh, clandestine, finalement, que les choses importantes arrivent. Je retiens l'essentiel passe toujours par la cave. Je n'ai jamais entendu cette expression, mais je suis heureuse de l'apprendre aujourd'hui. Et donc, vos amis artistes se réjouissent d'avoir un avocat dans leur entourage qui Alors, puisse c'est pas qu'ils les se réjouissent, accompagner. c'est que en fait, ils me voyaient, donc comme je vous l'ai dit, comme une opportunité tout à fait acceptable, d'autant plus convenable que j'avais la réputation d'avoir les pieds sur terre, et c'était quelque chose qui était pour eux rassurant, parce que s'ils avaient eu en phase 2 quelqu'un d'aussi, je dirais, déconnecté, libre, euh, original qu'ils l'étaient eux, ils se seraient inquiétés à juste titre. Bon, ils se disaient, ce type-là, il a plutôt l'air d'avoir un esprit paysan, les pieds bien dans la glaise,
connais 2 ou 3 choses manifestement en droit des affaires et en voilà. Donc ça va, on va pouvoir s'épancher et lui demander de nous régler ça. Surtout si ça coûte rien, c'est mieux. Donc c'est comme ça que les choses. Et en fait, c'était cette espèce de mélange entre ce que probablement je devais être profondément, c'est-à-dire voilà, et cette espèce de formation très Cartésienne. cartésienne, oui, c'est ça que j'avais. C'était quoi ces premiers dossiers? Les premières demandes qui vous ont été faites comme avocat? Oh, c'était toujours les histoires de on m'a eu, on m'a roulé, on m'a pas payé, il faut comment on fait, je me suis fait avoir, voilà. Et puis il y a eu ensuite des choses un peu plus originales. Enfin bon, mais c'était toujours ce genre de choses. Non, mais c'est ce cheminement qui attise ma curiosité et sûrement celle des auditeurs. Vous avez fait une collaboration quand même pour commencer ou vous avez Oui, rejoint un cabinet? j'ai fait des collaborations. Enfin, je vous ai dit, alors, j'ai fait des collaborations avec de différents cabinets, mais ceux dont je me souviens plus particulièrement, c'est celle dont je vous ai déjà parlé. Qu'est-ce qui a motivé le fait qu'il y en ait plusieurs? Est-ce que c'était des opportunités Non, qui se oui, sont c'était des présentées? opportunités. Oui, absolument. C'était aussi une volonté de se former, d'aller, voilà. Et puis assez rapidement, j'ai constitué mon cabinet de Assez manière rapidement, complètement c'est vers, je ne sais pas, 25, 26 ans. Donc donc au bout très de jeune. quelques années de barreau, 2, 3? Oui, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Vous aviez déjà un début de clientèle bien constitué d'un point de vue... Non, Non. j'ai j'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé d'ailleurs pour d'autres avocats, c'est-à-dire j'ai fait ce qu'on appelle dans ce métier que vous connaissez des vacations, je suis allé faire des audiences, j'ai assuré des audiences, j'ai plaidé beaucoup, 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 donc vraiment beaucoup de- d'audiences. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a motivé à vous installer? Je sentais que je pouvais le faire, quoi. Et c'était quand même l'esprit de la profession que d'être libre, de pouvoir s'installer, de pouvoir constituer un cabinet. Je dois dire que c'est pas totalement évident. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas hérité d'une quelconque clientèle. Euh, c'est pas totalement évident et c'est vrai qu'il faut euh, avoir une certaine foi dans l'avenir pour le faire. Donc, je pensais que j'y arriverais. Et donc, ces vacations, c'est tout ce travail que vous avez fait au tout début, alors que vous vous lancez sans avoir de clientèle constituée, vous l'avez fait toute matière confondue? Oui, à l'époque, absolument. Et ça, je pense que c'est très important. Vous savez, les grands avocats, bon, je me souviens de ce que disait, je crois que c'est Kiegemann qui avait dit ça. Il disait, je déteste cette idée de spécialisation. Je pense que un avocat est d'une certaine manière toujours généraliste. Et il a raison. C'est-à-dire que euh, la véritable spécialité de ce métier, même si, comme vous le savez, je fais beaucoup d'art et de droit de l'art, mais la véritable spécialité de ce métier, c'est un style, c'est-à-dire c'est la manière dont vous le traitez, c'est la manière dont vous l'abordez, c'est-à-dire c'est la manière dont c'est votre vision des choses, c'est votre vision du monde. Vous pouvez traiter, et il y a des affaires tout à fait différentes. C'est pas une matière juridique qui vous spécialise. Ce qui vous spécialise, c'est vous-même, c'est votre propre profil, c'est votre propre démarche intellectuelle. C'est votre propre façon d'aborder les choses. Ça ne veut pas dire que vous faites n'importe quoi, vous pouvez faire n'importe quoi, mais vous traitez n'importe quelle matière. Mais c'est ça. C'est une espèce euh, de disposition
d'esprit par rapport au monde, aux choses, à la vie, qui est votre véritable spécialité. Et comment est-ce que on travaille à partir de cette vision du monde, de qui on est, quand on se lance et que on fait des vacations, on fait de la sous-traitance, du coup, comment est-ce que vous avez articulé ça à l'époque? J'étais intéressé par tout. Tout m'intéressait. J'étais pas. On pouvait m'apporter un problème en apparence complètement ennuyeux. J'ai jamais été. Vous voyez. Jamais fait le précieux dégoûté par rapport aux affaires qu'on m'a portées. Tout était un objet de curiosité pour moi. Et je voulais, comme j'ai toujours voulu le faire, ça m'a pas quitté ça. J'ai toujours voulu comprendre les choses, les décortiquer, même les choses les plus simples, les plus banales. Ça m'intéressait. J'essayais de comprendre s'il n'y avait pas une problématique, si on pouvait pas tourner les choses, si on pouvait pas les comprendre, les voir autrement. Comment est-ce que s'est faite cette transition entre du coup pas mal de vacations, enfin toutes ces démarches que vous avez faites pour amorcer votre lancement, votre propre cabinet, et le développement de votre clientèle propre? Vous savez, la clientèle propre, c'est pas vous qui en décidez. Et ça, c'est une chose importante à comprendre. Je crois que c'est plutôt la vie qui en décide. C'est elle qui vous choisit. C'est elle qui vous... voilà. Et vous pouvez vous mettre au milieu de la place de la Concorde et hurler que vous voulez avoir tel type d'affaires, vous aurez ce que la vie va vous envoyer. Donc, c'est pas vous qui décidez. Donc, je ne sais pas comment ça s'est fait véritablement. Je peux vous dire comment... Des grandes étapes. Voilà, j'ai eu des grandes étapes, évidemment. J'ai eu des moments dossiers, marquants. Des moments marquants. Bon, j'ai eu des dossiers importants qui sont arrivés. Mais comment ? Mais toujours la même chose, c'est-à-dire parce que on connaît des gens qui connaissent des gens, et puis qui vous remarquent, et puis qui comprennent la manière dont vous fonctionnez, et qui sont intéressés par la manière que vous avez de voir voilà, et qui vous confient à un moment donné des dossiers. Vous avez un souvenir de certains dossiers marquants ? Bien sûr. Autrement, je serais un peu amnésique. Mais est-ce que je peux vraiment en parler là ? Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, sans forcément donner de nom. Oui, je me souviens de dossiers, de dossiers amusants en matière d'art, et notamment d'une série de dossiers de détournement de fonds que j'avais traités pour le monde de l'art, on va dire, d'une manière générale. À tel point que chaque fois qu'il y avait des détournements, il y en a eu vraiment plusieurs, et que on me confiait ceci, on me disait, mais en quoi êtes-vous vraiment spécialisé ? Je dis, écoutez, franchement, c'est assez compliqué de vous dire, mais je dirais plutôt en droit de la patate chaude, parce que chaque fois qu'il y en a une, elle est pour moi. Donc, voilà, c'est comme ça que, voilà la manière dont les choses se sont passées. Et donc, un dossier en amenant un autre, amenant une réputation, voilà, une étiquette. Voilà, et on se disait, bon, finalement, quand il y a un truc un peu particulier, un peu chaud, on finit par récupérer notre argent, on finit par régler notre problème, donc voilà, c'est une réputation qui se construit comme ça. Est-ce que cette orientation très axée marché de l'art, ça s'est fait finalement assez rapidement sur la base de ces premiers dossiers ? Très rapidement. Et vous, ça vous a plu ? Ah oui, je me sentais très très bien là-dedans. Vous avez accepté ça avec beaucoup de joie ? Oui, avec grande joie. Oui, c'était pas des dossiers, vous voyez. On dit vous êtes spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle parce que voilà. Bon, alors effectivement, le droit de la propriété intellectuelle c'est intéressant. Je dis comme tout est intéressant d'ailleurs. Mais ce que j'ai plus particulièrement traité comme type d'affaires,
ce sont des affaires d'art et de, on va dire, de criminalité de l'art, c'est-à-dire de droit pénal et quelquefois de droit pénal très lourd. Donc avec des détournements qui sont quelquefois très importants, des faux, des opérations de blanchiment, des opérations de recel, quelquefois des mafias qui sont derrière ces affaires-là. Donc voilà, ça c'est ce vers quoi je suis. Enfin, c'est pas ce vers quoi je suis allé, c'est ce qui est allé vers C'est moi, ce qui est venu à qui est vous. venu vers moi. Voilà. Est-ce que c'est un monde que vous soupçonniez quand vous n'étiez qu'un Ah, passionné de Monet, de Manet et de... absolument pas, absolument pas. Je me posais d'ailleurs même pas la question en réalité, voilà. Mais c'est effectivement un monde à part. C'est-à-dire que le monde de l'art, dont on a une image extrêmement édulcorée, quelquefois un peu cliché, est un monde qui est évidemment traversé par l'argent. Et à partir du moment où vous avez des intérêts qui sont en jeu, vous avez forcément, parce que c'est l'histoire de l'humanité qui fonctionne comme ça, une criminalité qui suit. La criminalité suit l'argent, mécaniquement. Comme il y a beaucoup d'argent dans le marché de l'art, il y a une criminalité qui est très réelle et qui, quelquefois même, a à voir avec le crime organisé. Mmh. Et ça vous a fait quoi de mettre un pied là-dedans? C'était passionnant parce que, évidemment, ce sont des dossiers très à fort enjeu, avec voilà, une certaine, il y a un ressort derrière. Donc c'est amusant, Mmh. très amusant. Forcément, il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose à chercher, il y a quelque chose à démasquer. C'est intéressant. Je viens de voir une lueur d'enfant dans votre œil Oui, parce que ça alors que m'amuse. je vous pose cette question. Oui, oui. Je le souligne pour les auditeurs qui ne nous voient pas, Ouais. mais parce que c'est vrai qu'il y a un petit regard d'enfant qui s'est J'adore allumé. ça. Oui, Ouais. c'est amusant. Il y a quelque chose. Mais si vous ne vous amusez pas si ces affaires-là ne vous passionnent pas, euh, ne vous bougent pas, ne vous font pas bouger, ne vous font pas. C'est pas la peine. Il faut vraiment. Je pense qu'il faut quand même avoir une passion dans ce métier. Surtout l'art est quand même très très chargé. Sachant que vous aviez une formation d'affairiste, mais bon, on en revient au fait que vous preniez et vous vous intéressiez à tout. Vous avez commencé avec des premiers dossiers d'amis artistes qui étaient ravis d'avoir un avocat qui confiait des affaires gratuitement Oui. pour les accompagner. Et je comprends entre les lignes que vous avez été amené et vous êtes aujourd'hui amené à travailler sur des dossiers dont les enjeux derrière sont, alors pas humainement, mais en tout cas financièrement autres. Quelquefois humainement. Ce que je veux dire par humainement, c'est que j'imagine que les dossiers de vos amis à titre gratuit étaient aussi à fort enjeu pour eux, d'un point de vue humain. Voilà, tout dossier. Je vous confirme en tout cas que, hélas, tous ne sont pas devenus milliardaires, il s'en faut. Ouais. Nous en sommes loin. Et qu'est-ce que ce changement d'échelle, ce changement de cette évolution en termes d'enjeux dans les dossiers, ça a été soudain, ça a été progressif. Ça a été par étapes, c'est-à-dire ça a été effectivement des dossiers importants qui sont arrivés et puis effectivement des clients très emblématiques, de grandes successions, des collectionneurs, des musées, etc. Et votre sentiment au premier client un petit peu emblématique comme ça? Écoutez, bien sûr, on est très enthousiaste, on est très motivé, mais on est surtout désireux de réussir ces dossiers. Et vous étiez seul?
Au départ, oui, absolument. Oui, absolument. Absolument. J'étais seul. Et je me souviens, quand j'ai commencé, quand j'étais très jeune, je, je restais, je me souviens d'une affaire en particulier que j'ai eue comme ça, où il s'agissait vraiment de réussir cette affaire j'avais vraiment tous les plus gros cabinets de Paris et des avocats vraiment excellents en face de moi, et je voulais y arriver. Et je me souviens que j'étais resté pendant, un vieux souvenir là, pendant 2 nuits sans dormir, à travailler jour et nuit, là, comme ça. À la fin, effectivement, on fait on est un peu fatigué, mais j'étais seul. J'avais à l'époque, puisque l'ordinateur n'était pas encore généralisé complètement, on avait une machine à écrire et je travaillais pendant des heures et des heures et des heures et des heures d'affilée comme ça. J'avais vraiment une volonté d'y arriver, oui. Et le fait d'être contre ses confrères des plus grands cabinets éminents? C'est une motivation. Vous savez, un adversaire n'est pas... n'apprend rien. Un adversaire n'est pas un ennemi. Un adversaire est quelquefois même une source d'inspiration. Un adversaire, c'est quelqu'un... quelquefois que vous respectez et c'est presque motivant de se confronter. On en revient à l'altérité que vous évoquiez tout à l'heure? Oui, absolument. Ça vous a... c'est la seule chose qu'on apprend vraiment dans ce métier d'avocat. C'est la seule chose qu'on apprend. Parce que vous comprenez, la technique... voilà, je peux en parler d'autant plus que on est entre deux mondes juridiques, le monde anglo-saxon, le monde français. C'est quelque chose qui varie, il y a des petits aggiornamenti comme ça de temps en temps. C'est pas très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est l'aspect humain de cette profession, en ce sens que, en apprenant qui est l'autre, vous apprenez progressivement un petit peu qui vous êtes vous-même. Et vous apprenez déjà un petit peu à vous connaître, encore plus difficilement à vous accepter, parce qu'on ne s'aime pas naturellement, c'est pas un mouvement naturel que de s'aimer, enfin en tout cas c'est pas le mien, et quelquefois si on y réussit à s'utiliser. Mais l'étape la plus importante évidemment étant de s'accepter. Qu'est-ce que vous avez dû accepter au fur et à mesure de ces années? Vous devez accepter, alors là ça devient de la psychanalyse, c'est bien, vous avez raison, mais vous acceptez un certain nombre de choses en vous qui ne sont pas, vous avez évidemment, nous avons tous le désir de la perfection, nous avons tous le désir d'être irréprochable, et malheureusement c'est pas le cas. Donc il faut accepter ses faiblesses, il faut savoir reconnaître ses forces et se battre à partir de ce que nous sommes. Et alors, à défaut de nous confier les faiblesses que vous avez découvertes au fur et à mesure de ces années, vos forces... Mais non, je pose les questions, vous êtes libre d'y répondre ou pas. Ces forces sur lesquelles vous êtes appuyé. Là, ce serait non, ça, pas plus. J'ai une pudeur autant pour mes faiblesses que pour mes forces, donc voilà, non, je ne peux pas. C'est pas à moi d'en parler. Les forces, c'est aux autres de vous les reconnaître ou pas. Mais c'est pas moi qui vais dire. Mais je pense que c'est cette démarche-là qui est intéressante, en tout cas dans la profession. Voilà. Donc l'altérité et ce que l'autre peut nous enseigner. Oui. J'imagine que dans une pratique aussi ciblée que celle du marché de l'art,
Euh, Elle est à la fois très ciblée et à la fois très transversale. Est-ce que vous avez été... J'imagine, mais alors là vraiment c'est des a priori, j'imagine que vous pouvez un petit peu changer de posture, être peut-être avocat parfois. Est-ce qu'il y avait des navigations possibles avec des activités plus proches de commissaire-priseur ou des choses comme ça? Oui, alors, je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, le marché de l'art, c'est un marché. C'est-à-dire que il y a à la fois du judiciaire et des affaires, du juridique, des contrats, euh, absolument. Ça, c'est tout à fait vrai, oui. Et vous avez souhaité ou vous avez été amené en tout cas à Oui, intervenir sur... bien sûr. C'est-à-dire que vous avez et alors là, c'est intéressant comme approche parce que on oppose très souvent c'est les avocats contentieux, les avocats qui plaident, aux avocats qui font des contrats et qui font des affaires pour leurs clients. Euh, et moi, j'ai jamais trouvé que cette opposition était ni justifiée ni heureuse, tout simplement parce que je pense que pour véritablement conseiller des gens et pour véritablement leur permettre de, 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 de faire une affaire dans des conditions qui soient bonnes, il faut savoir déjà ce qu'un contentieux est et comment ça peut évoluer. C'est-à-dire qu'il faut effectivement permettre aux gens de se prémunir et voir d'une certaine manière euh, les voilà the worst case scenario toujours pour voir comment on peut prévenir tout ça. Un contrat étant fait, évidemment, tout le monde le sait, pardonnez-moi Non, ce mais c'est bien de truisme, le pour ne pas rappeler. s'en servir. Donc, effectivement, s'il est bien fait, on ne s'en sert jamais. Parce que précisément, tout le monde sait quels sont les droits, les obligations, ce que l'on est autorisé ou pas à faire, et ça ne pose pas de problème. Si on commence à devoir s'en servir, c'est pas très bon signe. Quels ont été vos plus grands enseignements? Alors là, cette fois, euh, plus d'un point de vue de posture de l'avocat, au fur et à mesure de certaines affaires, en fonction du... De posture de l'avocat, Dans c'est-à-dire votre relation à vos clients, dans votre relation à vos adversaires, dans... Vous parliez tout à ah l'heure oui, que mais écoutez, dans l'appréhension de ces dossiers, il y a une histoire de vision du monde, etc., oui, etc. bon, en tout cas, euh, c'est vrai que j'enfile la robe très souvent et j'oublie que je l'ai sur le dos. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des rapports, là aussi, euh, essentiellement, je dirais, euh, enfin c'est peut-être ma nature, j'en sais rien, de respect. C'est-à-dire de respect pour les gens déjà. Donc je les écoute vraiment beaucoup. J'essaie de comprendre, vraiment de comprendre ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes et ce qu'ils veulent vraiment. Quelquefois ce qu'ils n'arrivent pas à dire. Donc ça c'est de, de, je suis toujours aussi fasciné par le fait que, comme je vous le disais, dans le combat symbolique qu'est la plaidoirie, les gens se battent avec leurs armes. Donc c'est intéressant toujours de voir euh, quelles sont leurs armes, quelle est leur personnalité, comment ils font, pourquoi ils le font. J'évite de dire c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est en réalité l'utilisation que les gens font d'eux-mêmes. Voilà, les confrères, les magistrats aussi, c'est très intéressant parce qu'il y a là aussi une approche, une mécanique intellectuelle, une sensibilité particulière. Tout ça, vous voyez, c'est un univers humain. Et c'est ça qui, j'étais beaucoup. Alors, vous voyez, finalement, on vous dit des choses. J'étais au Centre national du théâtre, administrateur pendant 6 ans. J'ai beaucoup aimé le théâtre, en dehors des arts plastiques. J'ai beaucoup aimé le théâtre parce que c'est
c'est probablement à travers cette restitution symbolique, cette représentation là véritablement des choses qu'on touche probablement au plus près la, la vérité du monde. Et c'est une question complètement farfelue, mais elle vient de me traverser, donc je la pose. Est-ce que il y a des choses que la peinture vous a enseignées et dont vous vous servez dans votre exercice? Absolument. La peinture, la peinture, l'art d'une manière générale. Bien sûr, je me sers de beaucoup de choses. Alors, mais l'art en général, vous voyez, si je devais en dire quelque chose, ça me rappelle une visite que j'ai faite à un musée qui ressemblait pas à grand-chose. Il y a très longtemps, c'était aux Aisies, en Dordogne. Et dans ce musée, la préhistoire, je vois une vitrine avec un caillou. Bon, alors je me dis, c'est quand même... En plus, vitrine qui, à l'époque, en tout cas, n'était pas très propre. Bon, mais c'est vrai, c'était ça. Et bon, et puis je passe à une deuxième vitrine avec un autre caillou. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et on m'explique qu'entre les deux cailloux, il y a 100 000 ans. Bon, très bien. C'est un peu moins grossier. Et puis, tout à coup, arrivent des bijoux, des parures, etc. Et je crois que ça devait se situer à moins 30 000 ans. Et en réalité, c'est le moment où l'homme découvre la tombe et où finalement il prend conscience de la mort. Et c'est là que l'art démarre. Parce que fondamentalement, l'art est l'antidote à la mort. C'est-à-dire que il fige ce qu'il y a de plus essentiel et de plus fragile, de plus éphémère aussi dans la vie, c'est l'émotion. Et il la fige en principe pour l'éternité. Donc l'art vous apprend finalement la métaphysique. J'ai fait une hypocagne et un de mes sujets de colle, j'en ai parlé dans une de mes newsletters qui m'a beaucoup appris, c'était l'art n'est-il que vanité? Alors ça c'est merveilleux comme sujet. Parce que, évidemment non, mais par contre, il y a un mouvement du XVIIe siècle qui est celui des vanités, qui est le mouvement extraordinaire où la vanité du savoir, la vanité de l'argent, la vanité, le pape en grand habit en train de pourrir dans son cercueil, c'est-à-dire la vanité du pouvoir de l'homme le plus puissant sur Terre. C'est ça. Donc, l'art, d'une certaine manière, dénonce les vanités. Eh bien, figurez-vous que j'avais été dans l'incapacité de répondre autrement que par oui, c'est-à-dire l'art n'est que vanité. Et ça m'avait complètement bloquée parce que en philosophie, on est quand même censé faire une thèse, une antithèse et une synthèse. Et là, je n'avais pas d'antithèse qui tienne le coup et encore moins de synthèse. J'avais essayé de broder un truc autour des arts vivants, de la danse et tout, mais j'étais pas convaincue. Parce que justement, cette histoire de figer une émotion et surtout cette histoire de, comme vous venez de le dire, l'art naît au moment où l'homme prend conscience de sa mort et donc il y a une histoire de figer quelque chose pour une fois qu'on aura disparu. Et donc pour moi, ça revient finalement à ce que tout soit contaminé par cette histoire de vanité et cette histoire de... Et donc, vous avez dit, mais vous voyez, je fais ma propre psychanalyse en faisant ces interviews, vous avez dit évidemment que non. Qu'est-ce qui fait que l'art n'est pas que vanité selon vous? Parce que l'art rend compte de ce que Malraux appelait la condition humaine, c'est-à-dire que cette terrible
finitude dans laquelle nous vivons. Et ça, c'est finalement le, le, le drame. Moi, je me souviens d'un poème de Hugo von Hofmannsthal, magnifique, où il parlait de la vie comme ça. Il parlait du fait que on éprouvait des émotions, l'amour, des émotions fortes. Et puis tout ça pourquoi? Tout ça pour finir comme on finit. Et il finissait, c'est un poème en allemand, c'est superbe. Il disait: et la vie coule comme du miel lourd hors des alvéoles creuses. Je viens de me le répéter dans ma tête. C'est très en allemand, c'est très beau. Est-ce que vous pouvez le lire en allemand? Und das Leben fließt wie schwer Honig aus den hohlen Waben. C'est vrai que c'est joli. Vous avez parlé des émotions. Est-ce que vous vous servez beaucoup de vos émotions comme avocat? Je suis ce que je suis, quoi. J'essaye en tout cas de l'être. Et ça fait partie de moi, quoi. Et je me sers pas, je m'en sers pas d'une manière. C'est pas un instrument, c'est pas un outil. Je peux pas. D'ailleurs, si vous voulez, si c'était un outil, ça marcherait pas. Donc elles sont présentes. Quand il y en a, oui, elles sont présentes. Je devine qu'il y en a beaucoup. Pas toujours. Pas toujours. Enfin, ça peut. Comment est-ce que vous entrevoyez la poursuite de votre vie d'avocat? Vous avez combien d'années de carrière avez-vous derrière vous maintenant? Je sais pas. Il faut que je regarde. Là, il faut que je... c'est pas mal. Là. Je commence à être plus tout à fait jeune. 35 ans, je dirais, oui. Quel regard est-ce que vous portez sur ces 35 premières années? Je pense que j'ai beaucoup de gratitude par rapport à cette profession. Elle m'a apporté beaucoup de choses. Elle m'a apporté, comme je vous le disais, une expérience humaine intéressante. Elle m'a permis finalement de faire beaucoup de choses pour lesquelles je devais forcément plus ou moins être fait, c'est-à-dire m'intéresser à l'art et à ce milieu-là. Oui, c'est quelque chose de tout à fait positif. Vous êtes surpris? Oui, ça m'a surpris cette profession. Encore une fois, d'autant plus que je ne recherchais pas tout ça. C'est arrivé à moi. Et vous avez saisi le kairos. Voilà, c'est le kairos grec, exactement. Et donc pour la suite? Aucune idée. La vie décidera, comme elle a toujours fait. Quelle est votre dernière joie? Professionnel, s'entend. Écoutez, il y a eu des procès qui m'ont effectivement énormément plu, qui étaient des procès magiques, intéressants. Oui, j'en ai eu là récemment. Et oui, c'était de très beaux moments. C'est quoi un procès magique? C'est un procès où il se passe quelque chose qu'on n'attend pas. C'est-à-dire, c'est un procès où on peut parler. Voyez, ce que vous essayez, vous aimez bien la magie, vous. Parce que vous recherchez ça à travers vos interviews. Vous cherchez à avoir des choses inattendues, des choses qui arrivent, des choses qui ne sont pas forcément convenues. Alors, j'ai un petit peu lâché cette question ces derniers temps, mais je suis quand même obligée de vous la poser parce que je sens que vous êtes un grand curieux et surtout que vous avez de nombreuses sources d'inspiration. Derrière vous, il y a une bibliothèque magnifique de livres d'art. Oui, magnifique. Bon. Elle est jolie, en tout cas.
où on voit autant d'architecture que de peinture que de mode. Est-ce que vous avez une source d'inspiration particulière en ce moment? J'ai toujours été très attiré par... mais ça, c'est probablement lié à mes origines, mais j'ai toujours été beaucoup attiré par la psychanalyse viennoise. Vous voyez, c'était très proche de moi. Voilà, ça c'était alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai décidé d'être avocat, mais l'autre métier que j'aurais pu faire et pour lequel j'ai vraiment eu une hésitation, c'était la psychanalyse. Et peut-être les autres études que j'aurais pu faire, à supposer que j'en ai été capable, c'était toutes ces études magnifiques, littéraires. Vous parliez d'Hippocane, Normal Sup, ça c'est une très très belle, magnifique école. Ça c'est superbe, effectivement. Ça, c'est des choses qui vous ont inspiré la psychanalyse, mais aujourd'hui? Aujourd'hui, écoutez, la littérature. Il y a un livre ou une œuvre dont vous voulez nous faire Proust. part? Proust. Oui. Proust, merveilleux. La recherche du temps perdu, bien sûr. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe? Toujours, j'ai un costume qui est une sorte d'uniforme. Vous voyez, ça me permet de ne pas être habillé finalement, un costume. Donc c'est un costume 3 pièces, bleu marine. Là, aujourd'hui, oui, parce que comme je recevais, il fallait que je sois un peu sapé. Mais voilà, le costume finalement vous met à l'abri de tout. À partir du moment où vous avez un costume, vous êtes en uniforme. C'est bien l'uniforme. Je suis souvent en uniforme moi-même. Je ne vais pas vous contredire. Merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir.